Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans notre série sur la création d'un jeu de société, je vous propose de voir mes notes papier. Alors cela pour plusieurs raisons. Bah, déjà pour voir un petit peu quel processus intellectuel j'ai eu pour la création du jeu, quelles sont les idées, comment elles sont venues, comment je les ai mis sur papier d'abord avant de poursuivre sur la façon un petit peu informatique. Et puis pour vous montrer que la création d'un jeu de société, c'est parfois juste des prises de notes papier comme ça, et même pour la création de prototypes, si vous vous contentez d'une version assez simple, assez peu coûteuse, vous allez voir que vous allez avoir besoin de peu de matériel. On y reviendra dans un prochain épisode quand on parlera de combien ça coûte. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les feuilles sur lesquelles j'ai mis des notes. Alors ça va être un petit peu en vrac, forcément, hein, parce que c'est des idées qui viennent comme ça. Alors bien entendu, certaines personnes préfèrent travailler directement du point de vue informatique avec des systèmes de notes numériques. Moi j'aime bien travailler avec le papier, bon, ça, c'est une vieille habitude. Et bien entendu, après je mets ça au propre, c'est ce qu'on a vu dans les premiers épisodes. Voilà, donc si on voit la toute première feuille où j'ai mis les premières idées, ce qu'on notera, c'est que d'entrée, on a eu cette idée de notion un petit peu de siège de Marseille et de bataille, parce que l'idée c'était de faire aussi un jeu de société qui peut se jouer et avoir le plaisir du jeu, mais aussi avoir le côté historique et raconter l'histoire de Marseille. Donc là, par exemple, on a la première idée, c'est de dire que ça concerne un siège de Marseille. Rapidement, je me suis dit qu'il y avait trois périodes qui étaient intéressantes dans l'histoire de Marseille. C'est le siège de César en 49 avant Jésus-Christ, le siège des Aragonais, le sac des Aragonais en 1423, et le siège de 1524 par les troupes de Charles Quint. Donc c'était intéressant de partir sur ces trois périodes. Et donc qui dit trois périodes dit trois manches de jeu. Et donc c'était intéressant d'avoir à rythmer le jeu avec ces trois périodes. Chaque période est quelque part indépendante. Vous pouvez très bien faire une partie courte en disant moi je joue que la première manche, la deuxième ou la troisième manche. Peu importe, les trois périodes sont indépendantes et vous allez avoir une piste de score pour chaque période. C'est le cumul si vous faites vraiment les trois manches qui fera la victoire, mais vous pouvez très bien dire aussi que ça se joue en une seule manche. Ensuite, donc on a trois périodes. Est-ce qu'on fait des plateaux, un seul plateau? Là, je me suis dit, je vais faire un plateau pour chaque période. Et je me suis dit, je vais faire des cartes par période. On verra dans un prochain épisode que je ne suis pas forcément conservé cette idée-là. Mais voilà, au départ, j'avais dit un plateau et des cartes pour chaque période. Donc on a des cartes par période, on doit en avoir un certain nombre pour chaque période. Et on ne peut jouer les cartes que par la période en cours. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec un certain nombre de cartes en main, mais que certaines seront jouables à la période en cours. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que si un joueur arrive au bout de la période, on défausse les cartes de cette période? Est-ce qu'on pioche combien? Comment? Est-ce que les cartes fortes comme Jules César par exemple, donc c'est tout un tas d'idées que je couche par papier, sur le papier, mais je peux y revenir bien entendu après, les définir ou les abandonner. Un des principes forts du jeu, c'est qu'il n'y a pas de dés. Alors bien entendu, il y a déjà suffisamment de hasard dans le jeu par rapport au tirage des cartes et on va le voir par rapport au tirage des tuiles. Donc je me suis dit qu'il ne fallait pas rajouter la notion de dé parce qu'il n'y en a pas besoin, il y a déjà suffisamment d'aléatoire. Et puis il faut bien le dire, je ne suis pas très fan des jeux où le dé va décider du sort du jeu. Ensuite je me suis dit que c'était un jeu de cartes et de placement de tuiles et d'occupation de territoire. Donc c'était pour moi le principe même au départ du jeu, c'était avoir cette notion-là, à la fois de se dire qu'on va jouer des cartes, que ces cartes vont permettre de placer des tuiles sur un plateau et que ces tuiles vont permettre de faire de l'occupation de territoire et donc de marquer des points de victoire, etc. Ensuite, je me suis dit, est-ce qu'il y a une notion de monnaie et des notions de ressources? Est-ce qu'il y a des pièces? Et ces pièces, est-ce qu'elles sont en fonction du plateau de l'époque? Donc on va voir que finalement j'ai choisi une version un peu plus simple où il n'y aura que des pièces qui sont identiques pour chaque période. Mais si
dans une période après d'édition du jeu, on veut se faire plaisir, on pourrait même faire des pièces différentes en fonction des époques. Par exemple, les drachmes pour commencer avec la période de Jules César et voir au fur et à mesure des différentes époques quelles sont les monnaies qui étaient en vigueur à l'époque pour pouvoir créer quelque chose de plus intéressant, quoi. Voilà, ça c'est pour la feuille 1, on va passer sur la feuille 2. Alors d'un côté, donc j'avais noté un petit peu par rapport à comment ça pourrait fonctionner. Donc sommairement, j'avais fait tracer un petit peu par rapport au plan de Marseille, que ici le vieux port qui est représenté là. Et après autour la ville et éventuellement des alentours. Ensuite, j'ai commencé à regarder un petit peu par rapport au principe d'une main, combien on a de cartes en main. Donc je me suis arrêté sur le chiffre 5. Et le fait de refiler de 0 à 5, le fait de faire ce qu'on appelle le mulligan, est-ce qu'au tout départ, on va récupérer ou pas des nouvelles cartes et se départir des cartes qui ne sont pas assez fortes. Ensuite, bon, après, il y a tout un tas de calculs par rapport à mathématiques sur comment on peut faire ça. Ensuite, les populations, les personnages, les cartes qui vont être jouables. Donc pour la première, je me suis dit tiens, par exemple dans la famille des Massaliotes, on va trouver un consul, c'est la carte la plus forte. On va trouver des marins, le consul peut jouer de partout. On va jouer le marin, les marins, eux, ils vont être uniquement sur la case mer. Après on va avoir des soldats. Les soldats vont pouvoir jouer sur la ville, les remparts et les alentours. Et aussi des citoyens, donc citoyens pareil, ville et remparts. Après, j'ai rajouté les alentours dans une version suivante. Ensuite, ben, des répartitions au niveau des cartes. Donc, les cartes Massaliote, Consul, ben, comme j'ai dit, il n'y en a qu'une seule. Ensuite, je me suis dit, les marins, il faudrait qu'il y en ait un certain niveau, donc 3 et 2. Ensuite, les soldats, ils en auront 3 niveaux. Et les citoyens, 4 niveaux. Donc, je me suis fait cette répartition-là en tête. Donc, ça m'a commencé à faire des calculs par rapport au nombre de cartes que ça ferait et par rapport au nombre de tuiles. Donc là, j'ai commencé à calculer par rapport aux tuiles, par rapport aux marins, aux soldats, tout ça. Et je me suis dit, tiens, sur la mer, en termes de position, il y a tant de cases. Pour la ville, tant de cases. Dans un tour, tant de cases. Et les remparts, tant de cases. Et donc, en fonction de ça, ben, je calculais un certain nombre de tuiles à pouvoir être positionnées. Ensuite, je me suis dit comment on pourrait appeler les différentes personnes au fur et à mesure du temps, parce que ça va pas être tout le temps les mêmes noms. Les palefreniers, les fantassins, les marins. Pour la population de César, ben, la carte la plus forte, ben, c'est celle de César. Et donc pareil, donc les positions pour l'équipe rouge, pour la famille rouge, donc avec des palefreniers, des fantassins, etc. Et la carte de César. Donc on voit que par rapport à ça, j'ai commencé un petit peu à réfléchir sous forme papier, encore une fois, mais après ça peut se mettre numériquement. Le verso de cette feuille-là, donc j'ai un petit peu réfléchi par rapport au placement des tuiles. Et combien toujours des calculs par rapport combien ça peut représenter en termes de place, et à mettre en place. Et déjà les actions. Bah, les actions, bah, il y avait l'action placée. Par exemple, le marin, je me suis dit il y aura 8 cartes qui vont nous donner les actions placées. Pour l'action déplacée, 4. Pour l'action supprimée, plus que 2. Parce qu'il faut que ce soit un pouvoir assez rare. Voilà, et donc comme ça, on se dit, tiens, petit à petit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action. Pareil ici pour les soldats, pour les fantassins, pour les citoyens, etc. Donc on voit par exemple que les citoyens, eux, ils auront que l'action de placer et l'action de supprimer, etc. Donc à chaque famille, et à l'intérieur de chaque famille, chaque faction va dire, bah, il faut voir un petit peu ce que ça peut représenter en termes de pouvoir et commencer un petit peu à calculer tout ça. Ici, j'ai récupéré des
j'ai quelques jeux anciens et j'ai quelques éléments dedans. Ça me permet d'avoir un petit peu du matériel pour pouvoir créer un prototype à peu de coûts. Ben, n'hésitez pas à récupérer ce que vous avez dans vos placards. Si vous avez des anciens jeux, même serait-ce que temporairement, le temps de faire le prototype. Après, vous le remettez dans votre ancien jeu, mais vous pouvez récupérer pas mal de choses. Il y a des cartes, des dés, des tuiles, des ressources, etc. Il y a tout un tas d'éléments que vous pouvez récupérer. Ensuite, sur la feuille 3, ben là, j'ai commencé à réfléchir encore une fois aux positions et cette fois-ci, qu'est-ce que je mettais comme élément de ressources? Parce que sur chaque case, où on va pouvoir placer après des tuiles, bah, il y a une notion de ressources qui va apparaître. Donc je me suis dit, tiens, on va mettre sur la mer des amphores pour la période de Jules César. Sur la ville, on va mettre un théâtre qui va représenter la culture, une case politique, un temple pour la religion et des lauriers pour le côté olympisme, pour représenter le sport. Et pour aux alentours, l'ambre, parce que c'était une des éléments, des ressources primordiales à cette époque-là. Ensuite, ben, au niveau des positions par rapport à ça, ça fait tout un tas de calculs. Donc je ne reviens pas exactement dessus parce que bon, ce serait un peu saoulant. Mais voilà, donc j'ai pas mal noté de choses, d'éléments, en me disant, tiens, sur tel plateau, on peut avoir tel élément, combien d'éléments ça va devoir être mis en place. Donc vous voyez, j'ai fait le travail pour les trois plateaux. Ensuite, toujours sur la feuille 3, donc là j'ai regardé un petit voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme placement. Donc toujours la définition des différentes époques. Donc on va retrouver les trois époques, moins 49, 423 et 1524. Et donc bah, là, je me suis dit, tiens, pour les deux premières familles, la famille des Massagniotes et la famille rouge des Césariotes, donc pour moins 49, des Marseillais et des Aragonais pour 1423, des Marseillais et de Saint-Empire Romère germanique de Charles Quint pour 1524. Comment on pourrait appeler les cartes? Donc comment on pourrait quelle famille et quelle répartition des cartes. Ensuite, on va parler des positions par rapport aux tuiles et donc, encore une fois, tout un calcul par rapport à la répartition. Ensuite, dans une quatrième feuille, ben, j'ai continué un petit peu à essayer de mettre par écrit ce qui me venait comme idée. J'ai commencé un petit peu à réfléchir au nom. Donc j'ai dit les joutes de Marseille, les batailles de Marseille, les guerres de Marseille, Marseille dans les couloirs du temps. Voilà, donc c'est quelques idées qui me venaient comme ça très rapidement pour le nom du jeu. Mais bien entendu, pour l'instant, le nom du jeu n'est pas encore défini. On reviendra sûrement dessus dans un prochain épisode. Ben, je vous demanderai votre avis et voir quel nom vous verrez bien pour le jeu. Si vous avez des idées pour le nom du jeu, mettez-les déjà quand même en commentaire dans cette vidéo-là. Ça ne pourra qu'être utile pour la suite. Voilà, donc toujours pareil, les personnages, Consul, Alphonse, Charles Quint, etc. Les positionnements, tout un tas de calculs pour pouvoir se dire, tiens, par rapport à telle action, déplacement, suppression, etc., combien il faut en mettre. Et ça nous fait faire pas mal de calculs, mais bon, c'est assez classique pour la création de jeux. Il y a toute une phase quand même de mathématiques, on va dire par rapport à l'équilibrage du jeu. On n'en est pas encore à l'équilibrage en lui-même, parce que l'équilibrage, ça va être de faire le prototype, et au niveau de prototype, après de se dire, tiens, par rapport à telle action, bah là, on est allé trop fort pour tel pouvoir, et donc on peut diminuer à ce niveau-là. Pour la cinquième feuille, donc j'ai commencé aussi à réfléchir par rapport à remettre un petit peu en place les idées. Et donc on reprend sur le principe donc de 5 cartes. La famille, la période, les tuiles. Les tuiles, ça va être quoi les tuiles? Ben, là j'ai mis vraiment de façon un peu plus claire. Point de victoire 1, 2, 3. Une tuile feu, une tuile eau, une tuile poisson. Les actions, pause, déplacement, suppression et retournement. Donc c'est vraiment les 4 actions principales. Et une carte par famille qui apporte quelque chose de différent.
point d'interrogation parce que c'était ce que je fais ou je fais pas ça. Donc là, oui, je l'ai mis en place. Alors, c'est une même carte pour chaque famille, c'est un même pouvoir, mais ça permet de dire à un certain moment de pouvoir user cette action-là et d'avoir donc encore un choix stratégique à faire, supplémentaire. Les différentes couleurs utilisées, bah, on va garder le bleu pour Marseille, c'est assez logique. Le rouge pour les attaquants, c'est plutôt la couleur inverse, et donc c'est assez classique. Et après, donc les troisième et quatrième couleurs, bah, le vert, on va dire en quelque sorte les alliés, et les jaunes, c'est les locaux. Ensuite, bah, il y a les différentes ressources qui vont être sur un plateau de jeu personnel. Il y a l'eau, le poisson, le moral et de quoi noter les points de victoire. Et les zones d'action, bah, c'est là où on va placer les cartes, ce que ça va être donc dans la zone de pioche, dans une zone de réserve et on va dire dans une zone de cimetière, les cartes qui sont jouées et définitivement perdues au cours de la manche. Ensuite, j'ai réfléchi à ce que j'en faisais des cartes amélioration. Si oui, bah, quelles pourraient être ces améliorations? Donc, par exemple, un niveau d'eau à plus 1 à chaque manche, un niveau de poisson à plus 1 à chaque manche. Une fois par manche, 1 et 2, pouvoir jouer une carte d'une autre période. Une fois par manche, vous pouvez agir sur toutes les zones avec une carte marin, soldat ou citoyen. Une fois par manche, si vous posez une tuile sur une autre tuile, l'effet se fait. Normalement, dans la règle du jeu, on l'a déjà vu, bah, si jamais vous posez une tuile sur une autre, l'action ne se fait pas. Bah, là, avec cette carte amélioration, vous allez pouvoir le faire une fois par manche. Et une fois par manche, une carte de suppression est augmentée de 2. Donc, par exemple, vous avez une carte qui dit que vous supprimez une tuile. Bah, avec cette action, cette carte amélioration, vous allez pouvoir augmenter de 2 cette action-là et donc supprimer 3 tuiles, ce qui est un avantage certain. Une fois par manche, supprimez au hasard une carte dans la main d'un adversaire. Donc, bah, quand vous jouez cette carte amélioration-là, si vous l'avez tirée au sort, bah, vous allez pouvoir dire stop. Là, maintenant, montre-moi tes cartes. Enfin, de façon cachée, bien entendu. Et là, on va supprimer au hasard une carte dans la main. Donc, bah, c'est une carte qui ne pourra pas jouer. Donc, ça peut contrecarrer pas mal l'action de votre adversaire. Et une fois par manche, doubler les points de morale lors d'une activation. Donc on a vu dans la règle que à partir du moment où on faisait l'activation d'une ressource, on montait son niveau de morale. Et donc là, une fois par manche, vous allez pouvoir carrément doubler ces points obtenus de morale et monter plus vite sur cette piste-là et obtenir donc peut-être plus rapidement des points de victoire. Ensuite, donc toujours dans cette idée de mettre un peu plus au propre les notes précédentes, je me suis dit quel type de matériel est nécessaire. Donc un plateau perso. Je commençais déjà à regarder combien ça pourrait coûter. On verra ça dans une prochaine vidéo. 4 plateaux à 4. Il y a 4 marqueurs eau et 4 marqueurs poisson. Si oui, jetons de quelle forme? 4 marqueurs joueurs, point de victoire. Jetons de quelle forme? Donc toujours cette réflexion de me dire, tiens, si je fais cet élément-là, quelle forme il pourrait avoir, etc. Déjà d'anticiper la suite. Et des marqueurs moraux plus jetons, plus point de victoire. Enfin, en tout cas, pour la piste morale, il faudra un jeton pour dire, tiens, on est à tel niveau de point de victoire obtenu. Ensuite, bah, il y aura des tuiles et de la monnaie. Donc, combien? Donc, là, je me suis dit, tiens, savoir, il faut tant de tuiles. Donc, je suis resté sur 96 tuiles. On verra dans un prochain épisode que ce chiffre-là a un petit peu changé. Et quelle répartition? 32 tuiles pour des points de victoire 1, 16 tuiles avec des points de victoire 2, 8 tuiles pour des points de victoire 3, 16 pour l'eau, 16 pour les poissons et 8 pour le feu. La monnaie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme monnaie? Des points de victoire 5, points 3 et 1, et il faut aussi des 10 points de victoire éventuellement. Et donc, qu'est-ce que ça représente comme argent à dépenser? Et ensuite, des sacs, c'est une partie du jeu, une grosse partie du jeu, c'est de tirer des tuiles au hasard. Pour ça, il faut un contenant qui soit opaque. Et donc, le but, dans ces cas-là, c'est les petits sacs dans lesquels on va piocher les tuiles. Et combien ça pourrait coûter aussi. Et enfin, des cartes. Donc là, il y a
110 cartes par famille de taille standard. Pourquoi le taille standard? C'est juste parce que voilà, je préfère aussi avoir des cartes type standard, et puis on va le voir pour la création du prototype. C'est aussi pour une raison pratique sur la façon dont j'ai procédé pour faire un prototype qu'on pourrait éventuellement réutiliser par ailleurs un peu plus tard. Donc en tout, ça fait 4 fois 110 cartes, 440 cartes. Des cartes de taille standard 6,3 par 8,8. Et ce que ça pourrait représenter en termes d'argent. Et donc, on voit cette notion de sleeve là. Donc, les protège-cartes, je vous expliquer ça plus tard dans la création du prototype. C'est pas pour juste protéger les cartes de façon un peu classique. En fait, c'est pour la création même des cartes. C'est un système assez simple qui va nous permettre d'économiser de l'argent pour plus tard. Et enfin, il y aura 3 plateaux de jeu. Quelle taille? Ça, c'est important, parce que pour l'instant, on n'a pas encore défini cette notion-là. On va le voir par rapport à la création du prototype. Ça va aussi dépendre de quelle tuile on va utiliser. Selon la taille des tuiles, ça va induire aussi la taille du plateau. Donc j'ai déjà anticipé à voir si ces plateaux-là, combien ça pourrait coûter également. En tout, en faisant tous les calculs, voilà combien ça pourrait coûter si je prenais tout ce matériel. Alors la somme peut paraître importante, plus de 200 euros, mais en fait c'est un prototype, c'est-à-dire que je vais mettre en place un mécanisme qui fait que cet argent-là, je le dépense certes une fois, mais après il sera tout à fait réutilisable pour d'autres prototypes plus tard, parce qu'il n'y aura rien de définitif dans la création, il n'y aura rien de perdu et tout sera pour être réutilisé pour un autre jeu. Enfin, dernière feuille et dernière notation papier, dernière note papier. Donc je me suis dit, tiens, voilà, j'en suis là à mon jeu, il y a déjà tout ça, toutes ces mécaniques qui sont en place et tout ce matériel-là. Est-ce que je pourrais encore rapporter quelque chose de supplémentaire? Donc j'ai noté les idées qui me venaient. Donc par exemple, est-ce qu'on part sur une idée d'objectif? Par exemple, avoir des cartes qu'on tire au hasard aussi, ou qu'on obtient au cours du jeu, qui permet d'avoir des objectifs supplémentaires. Par exemple, dire qu'on doit contrôler une zone, X zone de 5. Donc il y a plusieurs zones de 5 sur le plateau. Est-ce qu'on doit en contrôler un certain nombre, par exemple? Ça pourrait être un des objectifs. Chaque joueur aura des objectifs différents, donc ça voudra dire que la partie sera plus asymétrique qu'elle ne l'est actuellement, où toutes les cartes se ressemblent finalement, les tuiles se ressemblent, et donc les deux concurrents se livrent certes une bataille beaucoup plus compliquée que le simple jeu de bataille, parce qu'il y a de la position de territoire, il y a des ressources qui vont évoluer, qui vont faire perdre des cartes, etc. Mais ça reste une bataille un peu plus grandeur, mais qui reste le principe d'une bataille. Est-ce que cette notion d'objectif va pas apporter quelque chose de supplémentaire et de la symétrie? Ensuite, il y a le principe d'action-réaction. Peut-on réagir quand ce n'est pas notre tour? Est-ce que si un concurrent joue une carte, on a un moyen, nous, de pouvoir interagir sur cette action-là pour pouvoir contrecarrer? Donc ça, c'est pour l'instant des notions que j'ai pas mis en place, mais auxquelles on pourrait réfléchir. Ensuite, est-ce qu'il y a une notion de soin, de guérison, si jamais il y a quelque chose qu'on perd en nombre de vies, en points, etc. Est-ce qu'on peut le récupérer par une action de guérison? Et en fait, il y a la notion d'upgrade des cartes. Est-ce que les cartes peuvent à un moment donné avoir un pouvoir supplémentaire, être montées de niveau, c'est-à-dire que par exemple si vous avez une carte marin qui a tel pouvoir, telle action, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que cette carte augmente de niveau? Voilà, c'est tout un tas de réflexions qu'on peut mettre en place éventuellement en tête. Et là, après, il y a quelques objectifs que j'ai notés qui pourraient être utilisables. Donc, cette notion, pour l'instant, je ne l'ai pas mis en place, ces 4 notions supplémentaires, mais ça peut faire partie de pistes supplémentaires pour
augmenter encore le niveau de difficulté, certes, du jeu, mais aussi la rejouabilité et puis le plaisir que peuvent avoir les joueurs à participer. Voilà, donc c'était pour cette vidéo assez rapide, les notes papier, ce que j'ai noté au fur et à mesure du temps. Ça s'est fait sur pas mal de jours, hein, sur quelques semaines, voire quelques mois. Mais après, donc, une fois que j'ai eu des réflexions qui étaient pour moi suffisamment importantes et avancées pour mettre en place les mécaniques de façon un peu plus concrète, là, je suis passé à la phase 2, qui est la phase vraiment de construction, de mise en place. On a déjà un petit peu évoqué quand on a vu la construction des cartes, et on va voir ça encore par la suite dans les prochains épisodes. Donc à bientôt pour la suite de notre série.